Le deuxième volet, nous allons parler d'Alep, de cette catastrophe humanitaire qui se passe en ce moment. Avec nous, nous avons Dr Yassine Taguidine, analyste politique, membre du parti Al-Wafd. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, avant peut-être de commencer le vif du sujet, je vous pose la même question que j'ai posée au précédent invité, M. Hassan Moharram. Juste deux mots, un commentaire par rapport à l'inauguration de ces projets donc d'autoroutes et de construction de maisons pour les jeunes. Écoutez, le problème que je vois, c'est sûr que tous les projets, tout investissement dans l'infrastructure est très important parce que améliorer et innover les infrastructures, c'est quelque chose de très important pour l'économie d'un pays. Et également aussi pour faire des logements pour les jeunes et pour les plus défavorisés. Mais je crains que le gouvernement inverse un petit peu les priorités. À mon avis, le gros de l'investissement aujourd'hui doit aller vers des projets productifs et productifs immédiatement et projets consommateurs de main-d'œuvre. Ça veut dire créer le maximum d'emplois pour résorber le chômage qui devient endémique en Égypte, surtout parmi les jeunes. Déjà, on raconte, il y a, je ne sais plus, 3 000 ou 4 000 usines sont à l'arrêt pour une raison ou une autre. À mon avis, c'est une priorité de refaire marcher ces usines, refaire employer les ouvriers, le personnel de ces usines, avant de faire une nouvelle autoroute ou un nouveau pont, ou même, je dirais, un projet de logement pour les jeunes. Parce qu'avant de loger les jeunes, il faut leur trouver du travail pour qu'ils puissent vivre pour leur vie, pour construire leur vie. Construire leur vie comment? Ils ne peuvent pas construire leur vie sans d'abord avoir un emploi, ils sont payés correctement, un emploi adéquat, un emploi correct et honorable. Ils peuvent manger, ils peuvent aussi avoir leur logement. Mais commencer faire la pyramide à l'envers, c'est ça que je crains un petit peu, que le gouvernement mélange les priorités. Donc, c'est bon, bien sûr, d'avoir des infrastructures. De toute façon, c'est très important. On verra sur le long terme. Je vois qu'il y a 2 sons de cloche. Le précédent invité était plutôt d'un avis plutôt optimiste et très positif. 2 sons de cloche. En tout cas, on verra à l'avenir ce que ça donnera sur le long terme. En fait, oui, je comprends 2 sons de cloche. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que quand on fait des infrastructures, ça encourage les investissements. Mais quand tu vois... Mais c'est pas vraiment quand on voit ouais. des usines qui n'arrivent pas à tourner pour une raison ou une autre, ça n'encourage pas les investissements. On verra. Ça sera peut-être... On attend un mois et on verra ce que ça donnerait. De toute façon, espérons bien sûr pour le mieux. C'est ce qu'on peut faire pour l'instant. Bon, revenons à Alep. La situation est catastrophique et on a l'impression qu'en fait le sort de milliers d'habitants se joue entre la décision de 2 grandes puissances, donc la Russie et les États-Unis. Et d'abord ça, on va parler de ça et ensuite on va attaquer les autres sujets. En fait, il ne faut pas abstraire Alep et le problème d'Alep du contexte syrien en général. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Alep, c'est une conséquence d'une politique effectivement des différends et des problèmes entre grandes puissances, entre la Russie et l'Amérique. La Russie est intervenue dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Et la Russie il y a plus d'1 an déjà. Oui, d'accord, mais la guerre civile syrienne, ça fait 5 ans et demi. Donc c'est dans ce contexte de guerre civile, si vous voulez, dans la guerre civile, il y a des groupes dans un pays, ou plusieurs groupes dans le pays qui se battent entre eux. Mais là, en Syrie, ce n'est pas tout à fait une guerre civile. C'était une rébellion ouverte, une rébellion armée contre un État bien constitué. On peut reprocher à l'État et au régime de Bachar al-Assad tout ce qu'on veut, bien entendu. Sinon,
les Syriens ne seraient pas soulevés contre lui. Mais d'encourager la faute des Occidentaux, là vraiment les Occidentaux, ceux qui ont commis de vrais crimes de guerre contre le peuple syrien, à mon avis, c'est les Occidentaux. Pourquoi? Les Occidentaux, suivis par Qatar et Arabie Saoudite en tant que financiers, et surtout la Turquie. La Turquie d'Erdogan a joué un rôle très très important. Et on va en parler bien entendu. Pour attiser le conflit syrien. Mais pourquoi en les fait, Occidentaux? si vous voulez, la révolution syrienne a commencé par des manifestations. Ces manifestations de protestation, et puis c'est vrai que les États les ont réprimées brutalement. Mais normalement, pour garder les structures de l'État, pour que on n'arrive pas à la guerre civile, il ne faut pas qu'il y ait des groupes rebelles armés dans un État. Parce que dans un État, pour que l'État reste sans s'effondrer, l'État doit garder le monopole d'avoir les armes. Ouais. Ce n'est pas possible qu'il y ait des groupes autres que l'État soient armés et entrent en conflit ouvert avec l'État armé. À moins qu'il ait des vendeurs d'armes. Mais je veux dire... Oui, mais justement, voilà. Et justement, les vendeurs d'armes étaient qui? Étaient les Américains, les Turcs, avec le financement des Qataris et d'Arabie Saoudite, malheureusement. Ouais. Et puis, c'est devenu un problème pseudo-religieux entre chiites et sunnites, et alaouites et tout ça, ethnique. En fait, c'est pas ça l'origine. C'est pas ce qui ressort le plus. Hein. Ce qui ressort, c'est qu'il y a une armée syrienne qui frappe dedans des habitations civiles contre des soi-disant rebelles et soi-disant partisans de Daesh. Mais on n'a jamais vu, entendu parler de je vais vous expliquer une chose très intéressante à partir de ce qui s'est passé le mois dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France avait donné une proposition. Elle a proposé un projet de résolution au Conseil de sécurité en imposer un cessez-le-feu ou une trêve à Alep et une no-fly zone, une interdiction de vol de tous les avions dans cette zone-là. Et de ravitailler la population qui est dans cette ville. Ça veut dire quoi en clair ça? Ça veut dire pouvoir ravitailler les combattants ou les insurgés qui se sont retranchés à Alep et leur donner la possibilité de résister encore plus à l'État syrien qui veut reprendre le contrôle de son territoire. La Russie, bien entendu, était à aussi mettre à part le rôle de la Russie. Et là, les États-Unis ne voulaient pas que les Russes gagnent du terrain, ou les Russes réalisent une victoire sur le terrain. C'est pour cela qu'ils ont présenté par la France ce projet de résolution et la Russie a opposé son veto. Après, tout de suite, la Russie a présenté un autre projet de résolution qui a été voté par l'Égypte, qui a valu à l'Égypte la colère de l'Arabie Saoudite. C'était de faire une trêve et de laisser partir les gens d'Alep en paix. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Exactement. Donc, en fin de compte, l'Égypte, elle a accepté ce projet russe de résolution. Pourquoi? Parce que le but de l'Égypte, c'était d'épargner à la population syrienne les souffrances qu'ils ont endurées. Ils ont enduré une souffrance terrible depuis plus de 3 mois, alors que s'ils avaient accepté la résolution russe appuyée par l'Égypte, c'est passé la même chose, il y aurait beaucoup moins de... Un témoignage d'un journaliste syrien qui avait communiqué à un journaliste français que j'ai pu regarder hier justement, et il expliquait ce qui s'est passé, donc quand il y a eu la trêve qui était annoncée. Il parlait qu'ils avaient attendu donc à 5h du matin heure locale, mais à 5h du matin heure locale, des avions étant toujours en train de frapper. Donc quelqu'un a cassé cette trêve, à ce cessez-le-feu. C'est quoi? À qui la faute? Bon, écoutez, ça arrive souvent
une guerre. Je voudrais aussi ouvrir une parenthèse. Quand il y a une guerre, une vraie guerre, et c'était une vraie guerre, et c'est toujours une vraie guerre, et les Occidentaux font plus à Mossoul. Ce qui se passe à Mossoul est beaucoup plus que ce qui s'est passé à Alep. À Mossoul, d'accord. À Mossoul. Et pourtant, personne ne parle de Mossoul et les souffrances des populations irakiennes qui étaient à Mossoul. Pourtant, la population irakienne de Mossoul atteint à peu près 2 millions. Alors qu'à Alep, la partie qui résistait donc à l'assaut de l'armée syrienne, il y avait à peine 150 ou 200 000. Peu importe le nombre. C'est-à-dire que les habitants d'Alep résistaient à l'armée ou c'était des combattants en C'était des combattants, bien sûr, qui résistaient. Qui étaient cachés comme qui prenaient les civils comme boucliers humains. Exactement la même idée que les frères musulmans, quoi. Des boucliers humains. C'est dans toutes les guerres du monde. Oui. Dans toutes les guerres du monde, par exemple la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands bombardaient Londres et les Américains et les Anglais bombardaient les villes allemandes. En une seule nuit, ils ont détruit complètement la ville allemande de Dresde. C'est très connu dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. En une seule nuit, en 1944, l'Allemagne était pratiquement déjà vaincue. Mais ils ont, en une seule nuit, détruit la ville. Il n'y a pas eu un bâtiment qui restait debout dans cette ville de Dresde. Il y a eu plus de 150 morts, 150 000 morts. Hiroshima et Nagasaki. C'est la population civile. Toujours dans les guerres, il y a des pertes dans la population civile, malheureusement, et on ne peut pas faire autrement quand il s'agit de reprise de villes ou de combats dans les villes où il y a des civils, où il y a des... Bien sûr, sur le plan humain, c'est atroce, comme c'était atroce ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, comme c'était atroce ce qui est passé à Dresde, comme c'était également atroce ce qui s'est passé à Londres, quand on bombardait la population civile. Mais malheureusement, c'est ça la guerre. On ne fait pas une guerre sans perte des civils, malheureusement. Et donc, ceux, à mon avis, qui prolongeaient la souffrance du peuple syrien, c'est eux qui poussaient les soi-disant résistants, les rebelles armés. En fait, c'est les milices islamistes de Nusra, de Daesh et tout ça, qui les armaient, qui les donnaient des munitions et qui les ravitaillaient sous couverture de ravitailler les civils. C'est eux qui ont prolongé la souffrance du peuple syrien d'Alep. L'émissaire russe, donc, au Conseil de sécurité, avait dit que, justement, en parlant de... Pas au Conseil de sécurité, pardon, mais en tout cas, lors de la dernière réunion pour parler en Syrie, il avait indiqué que des zones de rassemblement, donc près d'Alep, étaient mises en place par le gouvernement syrien pour, justement, aider les gens qui veulent s'échapper d'Alep. Et fuir donc cette guerre, et le gouvernement allait en prendre soin. D'abord, quelle est la véracité, quelle est l'efficacité, la véracité de tout ça, et est-ce que le gouvernement syrien met ça en place comme une espèce de rideau, parce qu'il faut quand même qu'à un certain moment, ces civils, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui rende compte de ces morts-là. Oui, écoutez, moi je pense que c'est vrai, je pense, bien sûr, je ne peux pas vérifier moi-même. Mais pourquoi je pense que c'est vrai? Parce que depuis une semaine ou 10 jours, depuis la dernière trêve de 48 heures, était à cause de Mouled Nabi, à l'occasion de la naissance du prophète. Moi, j'ai vu à la télévision française, effectivement, on donnait des images des civils qui sortaient d'Alep, des quartiers insurgés d'Alep, et qui étaient accueillis par les forces syriennes de l'État syrien, et qui étaient bien accueillis, et qu'eux racontaient à la télévision française les horreurs de Daesh et d'Al-Nusra avec eux. Et comment ils gardaient des gens malgré eux et contre leur gré. Ça, je l'ai vu à la télévision française. Pourtant,
les moyens d'information en France et la France officielle, Monsieur Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, parlait du scandale d'Alep et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un scandale humain, c'est sûr. C'est une tragédie plutôt humaine. Je ne dirais pas scandale, mais je dirais tragédie humaine. Ça, c'est sûr. Mais malheureusement, c'est ça la guerre. Et puis la guerre, quand il y a une guerre, il faut un vainqueur et un vaincu. Ouais, vous avez évoqué tout à l'heure la Turquie. J'aimerais qu'on parle de son rôle avant peut-être de conclure. La Turquie envoie ses soldats pour combattre les Kurdes. Ou le parti kurde opposant qu'il y a à Alep. J'aimerais savoir quelle est la légitimité. Ça, c'est, si vous voulez, à mon avis, c'est une grande hypocrisie. Comme par hasard, l'aviation kurde, l'aviation turque, a bombardé avant-hier les forces conjointes arabo-kurdes qui combattaient Daesh au nord de la Syrie. L'aviation turque les a bombardés et puis elle a dit « Ah bon, c'est une erreur ». Et comme par hasard également, la 9e division irakienne qui avançait dans Mossoul, qui avançait bien dans Mossoul contre Daesh, l'aviation américaine l'a bombardée. Ah oui, excusez-nous, c'est par erreur, en tuant 100 soldats irakiens, en blessant 400, et en détruisant, je ne sais plus, 24 ou 30 véhicules blindés. C'est une colonne blindée qui est rentrée dans Mossoul. Donc, les Turcs et les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que, en sous-main, ils D'autant qu'il y a des rapports. Il y a des rapports, des journalistes de Cumhuriyet, par exemple, un journaliste de Cumhuriyet en Turquie a été menacé de mort parce qu'il avait trouvé des dossiers prouvant que le gouvernement turc aidait, finançait Daesh. Maintenant, ce n'est plus un secret. Oui. Les services de renseignement turcs, avec les services de renseignement américains, ont fabriqué Daesh et aidé Daesh. Et les Turcs, les armées Daesh, avec l'argent qatari, surtout, premièrement qatari et saoudien. Saoudien, peut-être pas l'État saoudien, mais des richissimes saoudiens wahhabites. Ouais. En tout cas, tout le monde est de tout cœur avec Alep. On soutient nos frères syriens. Et tout, voilà, c'est un sujet qui touche toute la planète. Merci, Dr Yassine Tagheddine. Vous êtes analyste politique et membre du parti WAFD. Merci d'avoir été avec nous. Alors, un petit dernier mot. Oui. En fait, on est tous avec la Syrie, avec le peuple syrien, et avec l'unité du peuple syrien. Et l'unité des territoires et du peuple syrien ne peut venir que de l'unicité d'un État. Il y a un seul État, pas plusieurs. Ça ne peut pas être plusieurs États. Et déjà de l'unicité du monde arabe, et je crois que c'est à eux, aux dirigeants du monde arabe, de s'occuper de ces problèmes. Ce n'est pas aux Occidentaux. Merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Moi, je vous retrouve demain soir pour le Panorama, donc à 18h, heure du Caire, sur Nile TV. Excellente soirée, au revoir.